le Trust Aga Khan pour la culture appartient en fait à un réseau qui s'appelle le réseau Aga Khan de développement, qui a été institué par l'Aga Khan, qui est le 49e imam des chiites ismaéliens, à partir des années 70. Et donc, progressivement, s'est créé, on va dire, un réseau d'agences qui travaillent chacune dans son domaine. Donc, ça touche, en fait, d'une part au développement économique, avec des infrastructures de tourisme, des hôtels, une chaîne d'hôtels, des services financiers, des services médias et des services industriels qui sont des barrages hydroélectriques, qui sont des centrales thermiques, qui sont un certain nombre d'équipements réellement industriels. Et ça se passe dans pas mal de pays qui vont, on va dire, de l'Afghanistan jusqu'au Mali. Et donc, c'est la grande spécificité, on va dire, de l'organisation, c'est que depuis les années 70, au développement, on va dire, d'infrastructures, c'est toujours greffé à un développement social et culturel. Et donc, on a parlé assez tôt d'un développement intégré, donc développement social dans les dimensions qui sont éducation, santé, bonne gouvernance, par un certain nombre d'agences spécialisées, et la culture. Donc, le Trust Aga Khan, donc c'est l'agence culturelle du réseau, et qui s'intéresse principalement, on va dire, à améliorer, promouvoir la réhabilitation du patrimoine et de la bonne architecture dans les pays où l'islam a un rôle significatif. Les programmes qui composent le Trust Aga Khan pour la culture, donc il y a le programme des villes historiques, et il y a le prix Aga Khan d'architecture. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prix qui est décerné tous les 3 ans à un certain nombre de lauréats dans des domaines assez différents qui vont du paysage, du landscape, donc jusqu'à l'architecture et la restauration, et qui a récompensé dernièrement en 2013 un certain nombre de projets, qui sont 5. Il y a une initiative de musique en Asie centrale et des programmes de musées. Donc la distribution géographique, si on parle de la présence des activités, elle porte réellement sur tout le croissant de l'expansion de l'islam, qui va, on va dire, de l'Inde jusqu'au Mali. Donc l'intérêt, c'est effectivement de promouvoir le développement dans des pays, on va dire, qui sont les pays islamiques, et donner une accessibilité et promouvoir l'éducation et le côté positif de l'islam dans des pays où il a besoin d'être expliqué. Donc je vais procéder, on va dire, à une étude de cas, tout simplement, qui va essayer de marquer un petit peu quelques interventions, comment elles ont été réalisées, et quelle est la signification de travailler après une période de conflit, ou pendant une période de conflit aussi, parce qu'il y a des questions qui se posent. Alors, il ne s'agit pas, on va dire, de donner une leçon générale. Kaboul, Afghanistan. Alors, à Kaboul, je vais me limiter à Kaboul parce qu'on a aussi travaillé à Herat. En 2002, le pays s'est retrouvé dans une situation, on va dire, où les infrastructures, le patrimoine et l'édifice public étaient dans un état avancé de détérioration. Donc je vais vous parler, on va dire, de 2 projets qui sont des projets publics. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de reconstruction d'habitat, donc d'édifices privés. Nous, on a plutôt travaillé sur le bâtiment public, les édifices publics, les infrastructures publiques. Donc une signification collective et qui ne porte pas les mêmes complexités que l'édifice privé. Donc le parc de Baghe-Babour, qui était un parc moghol extrêmement exemplaire à Kaboul, qui a été construit au XVIIe siècle, était en 2002 dans un état totalement dégradé. Vous voyez, l'axe central, il n'y avait plus aucune végétation, tout simplement non pas par le conflit en tant que tel, mais plutôt par la négligence et le manque d'intérêt et l'abandon. Les édifices étaient dans un état à peu près acceptable, tandis que le bâti était totalement en décrépitude. Vous voyez, par exemple, il existait, on va dire, sur ce site,
un palais de la reine, puisqu'il s'agit de la tombe de Babour, qui était un prince moghol. Le palais de la reine était totalement détruit. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait sur un site qui peut avoir un intérêt collectif d'espace public? Alors il se trouve en fait qu'au cours des recherches historiques qui sont faites, en parallèle à des recherches archéologiques, on découvre un manuscrit, un miniature persan, qui décrit tout à fait ce jardin tel qu'il a été. Donc ça forme une source de référence intéressante sur la distribution des choses, l'irrigation et ces choses-là. Et comparé avec de l'archéologie qui se passe dans le jardin, ça permet, on va dire, de donner quelques indications sur comment on va s'y prendre. À partir de 2002, des travaux ont eu lieu. C'est principalement, on va dire, de réhabiliter un jardin qui soit accessible au public et de redonner, on va dire, à la population une infrastructure qui lui permettait, en fait, de profiter d'un lieu. Alors, ça a été des travaux d'irrigation, des travaux de plantation, de reconstruction de terrasses, enfin, toute une série de travaux d'infrastructure. Il y a un plan général de proposition qui a été développé, qui reprend en général tout ce que l'archéologie et les recherches historiques ont donné, et qui articule un certain nombre de petits édifices, de kiosques qui étaient existants, pour leur retrouver en fait une signification dans le futur, comme étant des lieux de destination pour les gens de Kaboul. Donc vous voyez, en fait, aujourd'hui, c'est un jardin en terrasse au centre de Kaboul, dans lequel il y a un des bâtiments, le palais de la Reine, a été réhabilité pour faire une sorte de petit salon de thé. Un certain nombre un caravansérail a été réhabilité à l'entrée pour permettre des spectacles. Voilà, donc ce parc, qui signifiait plus rien, on va dire, pour la population, a retrouvé un sens dans la ville d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt en termes d'opportunités, les édifices publics forment, on va dire, des opportunités très importantes parce que par leur signification collective, elles donnent l'opportunité de retrouver, on va dire, des usages. Il y a juste quelque part une chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas dissocier la reconstruction physique du développement dans toutes ses formes, qui sont le développement l'économie, les infrastructures, et ça on l'a vu en fait à d'autres endroits, et le renforcement des capacités des cadres d'administration, des professionnels locaux est essentiel, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera eux qui seront les acteurs principaux. Et si on veut chercher à s'approprier réellement la reconstruction ou le développement, et que ce ne soit pas les bailleurs de fonds qui dictent des conditions par manque, on va dire, de réponse locale, la formation des cadres locaux est essentielle. Voilà. Et après, en termes de comment les choses s'organisent, mode opératoire, ça c'est une question plus de culture locale. Mais effectivement, arriver à trouver, on va dire, une articulation entre la représentation de l'État, de l'intérêt collectif et de certains groupes civils est une clé qui permet quand même d'éviter trop de problèmes. Après, les recherches, sources d'archives, documentation, les universités sont essentielles parce qu'en fait, souvent, les savoir-faire ou les connaissances sont dans les universités ou chez les gens. Les universitaires ont la connaissance, mais souvent ne l'ont jamais disséminée dans certains pays. Et en termes pratiques, plutôt que de chercher à vouloir tout faire d'un seul coup, avec une très grosse étude de 1000 pages qui sera déjà périmée le jour où elle sera réalisée, il est beaucoup plus pratique en général de réaliser une phase pilote, d'en tirer les enseignements et d'ajuster ensuite la méthodologie en fonction de la réponse qu'on rencontre localement.